Cette émission est une présentation de l'optométrie Gravel, là où on fait tout pour vos beaux yeux. Bonjour à tous, bienvenue à notre très belle émission La Parole aux aînés. Nous sommes à la résidence Le Renaissance pour un nouvel épisode. Je suis Grace Oulaï et je suis bien heureuse de vous retrouver. Notre invité de ce jour s'appelle Laureano Suarez. Bonjour, Monsieur Suarez. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi. OK, merci de partager un petit brin de votre histoire avec nous. Alors, M. Suarez a été sélectionné parce que c'est un homme dont le moteur de la vie est vraiment basé sur l'accomplissement de ses rêves. Vous allez le découvrir avec nous. Alors, M. Suarez, est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance? Déjà, quand on entend votre nom, on sait que vous n'êtes pas originaire du Québec, mais que vous êtes venu du Portugal. Pouvez-vous nous parler de votre enfance? Bien, mon enfance est un peu difficile, évidemment. C'était après, je suis au monde dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, en 1940. Et puis, le décès de mon père a eu lieu en 1946. Et c'était vraiment très difficile dans le temps. Vous étiez encore très jeune. Très difficile. Disons qu'on s'en est sorti, là, parce que ma mère, c'était une guerrière, comme on dit. Alors, on s'est tous bien sortis, là. Vous étiez nombreux, les enfants, avec votre maman? Nous étions 6 vivants. Ben, six, disons, au décès de papa, nous étions 5. Okay. Maman a eu le dernier enfant 1 mois après le décès de papa. Oh là là. Ça doit être encore plus difficile. J'imagine. Moi, là, j'ai manqué mon père toute ma vie. J'imagine que mon frère, ça a été encore peut-être plus difficile. On n'en a jamais parlé comme tel à ce sujet-là. Mais j'imagine que ça a été... Parce que quand on manque un père, on manque quelque chose. On se cherche toute notre vie. Exactement. Et parmi les 6, étiez-vous parmi les plus grands ou plutôt les plus petits, disons avant-dernier, dernier? Moi, là, sur 9, sur les 6 vivants, là, je suis l'avant-dernier. L'avant-dernier. Sur les 9, j'étais le 7e. Le 7, OK, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené au Canada? Parce que je pense que vous êtes arrivé quand même très jeune au Canada. Oui, je suis arrivé à l'âge de 19 ans, en 1959. Oui. Okay. Et puis, je suis arrivé ici parce que dans les années 50, le gouvernement du Canada avait demandé de l'immigration de la main-d'œuvre au Portugal. Et puis, il y a eu à 3 reprises, il y a eu des gros... des vagues de personnes d'immigration qui sont arrivées. Puis, mon frère, qui est dans une photo, là, est arrivé ici en 1957. Et moi, je suis arrivé en 59. OK. Il vous avait un peu devancé, puis vous êtes arrivé par la suite. Mais lui est arrivé par le gouvernement, moi aussi, là. Mais lui est arrivé dans un contingent d'immigrants. Et moi, là, je suis arrivé, c'est une demande qui a été faite pour que je vienne. Parce que lui, il travaillait dans une ferme agricole. La maraîchère. Et puis, comme il y avait besoin de main-d'œuvre pour travailler dans la ferme, les propriétaires sont allés à l'immigration et ont fait la demande pour que je puisse venir, moi aussi, là, travailler au Canada. Donc, ça a été un peu plus spécial, votre arrivée à vous. Oui. D'accord. Là, on va juste revenir rapidement. C'était quoi votre plus beau souvenir à vous, votre plus beau souvenir d'enfance, avant qu'on passe à votre vie active? De mes souvenirs d'enfance? Oui, mon plus beau souvenir d'enfance? Oui. Oh boy! Je sais, ça doit remonter à loin quand même. Mais juste un, celui dont vous vous rappelez. Le pire souvenir, c'est le décès de papa. Et le plus beau? Et évidemment, puis des souvenirs, j'en ai tellement des beaux souvenirs de mon village que je ne peux pas aller au Portugal sans retourner à mon village. À votre village? D'ailleurs, mon village est toujours dans mon cœur parce que
Et en 2023, je suis allé, j'ai passé 15 jours dans mon village sans aller ailleurs. Donc, le temps que vous aviez passé dans votre village enfant, ça fait partie de vos plus beaux souvenirs. Oh oui. Alors, on revient alors à votre arrivée ici au Canada. Votre frère, il était déjà là. Alors, je pense que l'intégration, pour vous, ça s'est passé beaucoup plus simplement. Expliquez-nous, il vous a attendu à l'aéroport. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé à 19 ans? Oui, ça a été une très belle réception que j'ai eue. Je suis arrivé ici un samedi matin, il était 8h30 quand je suis arrivé à Dorval. OK. Et puis, mon frère, il m'attendait avec 3 jeunes demoiselles. Oh là là, le beau comité d'accueil. Bien oui, en effet. D'accord. Il y avait sa copine de temps qui était une parente avec Bom Geoffrion, l'ancien joueur de hockey du Canadien. OK, d'accord. Et puis, c'est chez ses parents à elle que j'ai pris le premier repas au Canada. C'était quoi le premier repas qu'ils vous ont offert quand vous êtes arrivé, là? Oh, ça, je me souviens plus. OK, parce que moi, quand je suis arrivée, ils m'ont dit direct la poutine. Et après ça, comment ça s'est passé? Vous y êtes allé directement dans la ferme agricole pour commencer à travailler ou est-ce que vous avez fait d'autres affaires en temps? Je suis arrivé samedi et on a passé la fin de semaine ensemble avec mon frère. Mais le dimanche au soir, il est allé m'amener à la ferme. Okay. Puis lundi matin, j'ai commencé à travailler à la ferme. Là, direct? Il n'y a pas de congé, là, on y va direct. Non. Vous avez aimé ça, travailler à la ferme agricole? Ça consistait en quoi, en fait? La ferme, ils cultivaient des concombres, des choux, des tomates. Okay, les maraîchers. Et puis, ils allaient livrer ça chez Steinberg, justement. Ah, chez Steinberg? Oui. Puis le soir, quand ils préparaient les camions pour aller livrer les marchandises chez Steinberg, souvent, j'allais avec le propriétaire. Puis je me disais que j'aimerais ça un jour travailler ici dans cette compagnie-là. Déjà un rêve. Oui. Vous êtes resté longtemps à la ferme, là, à travailler là? Disons que j'ai travaillé à partir de la mi-mai, mai, juin, juillet, août. J'ai terminé à la fin août, la ferme a terminé. Puis septembre, octobre, j'ai travaillé dans la construction. Dans la construction. Un maraîcher, construction, vous avez fait des formations en temps où vous avez appris à travailler sur le temps? Sur le temps. Sur le temps. Vous avez aimé ça? Disons que c'était long, c'était difficile parce que les journées étaient longues à la ferme. C'était du soleil levant au soleil couchant là, à la ferme dans le temps. Et puis, dans la construction, quand on allait dans un lieu de travail, on ne savait pas quand est-ce que ça allait finir. C'était jusqu'au temps que tant qu'il y avait de l'ouvrage. La livraison de ciment arriverait, il fallait continuer jusqu'à 11h, minuit, parfois 1h du matin. Parfois, de nuit, vous avez travaillé. Oh comme là ça, là. Oui. Et dans la construction aussi, vous avez duré combien de temps? Quelques mois, une année? J'ai travaillé septembre, octobre dans la construction. Et puis, le 28 octobre, j'ai commencé à travailler chez Steinberg. OK, bon, on en arrive là chez Steinberg. Le rêve que j'avais quand je venais livrer les légumes, je l'ai réalisé quelques mois plus tard. Voilà. Expliquez-moi, vous êtes allé, vous avez toqué, bonjour. Vous savez, le monsieur qui livrait le maraîcher, je vous avais vu. Comment ça s'est passé quand vous avez toqué chez Steinberg pour avoir la job? C'est mon frère qui était ici avant moi. Là. Okay. Il avait commencé à travailler chez Steinberg au mois d'août. Et puis, Steinberg était en grande expansion à ce moment-là. D'accord. Et puis, au mois d'octobre, il ouvrait un grand entrepôt qui existe encore au coin de la rue Hochelaga-Vieux, à Montréal. Et puis, il y avait besoin de main-d'œuvre. De main-d'œuvre, oui. Fait que moi, je ne parlais pas beaucoup français dans le temps. J'étais engagé ou embauché comme concierge. Comme concierge, d'accord. Fait le ménage. Commencer au bas de l'échelle. Oui, commencer au bas de l'échelle. Mais je pense que la barrière de la langue, ça ne vous a vraiment pas stoppé. Vous avez fait ce rêve-là de travailler là, vous y êtes allé. La langue, le français, ça ne vous a pas bloqué. Non, parce que j'étais jeune, puis je pouvais
j'avais la possibilité de fréquenter beaucoup la jeunesse d'ici, avec les jeunes filles, avec mon frère que j'ai rencontré, tout ça. Quand ils organisaient des rencontres, des parties, puis des cabanes à sucre et tout ça, j'étais invité. Alors, ça a été facile. Mon intégration, ça a été très facile. On va dire que vous avez une vie sociale bien active, hein? Ça a été très facile, vraiment. Ça a été très agréable. Puis je suis québécois. Eh bien, ça, c'est la belle transition parce que c'est lors de ces genres d'activités-là sociales que vous avez rencontré celle qui est devenue votre épouse. Parlons donc de cette rencontre. Comment est-ce que ça s'est passé? Disons que mon épouse, je l'ai rencontrée l'année de l'exposition universelle, en 1967. En 1967, d'accord. Comment ça a été? Et je l'ai rencontrée dans un lieu... un peu spécial, tout près à Sainte-Lucie, tout près de Saint-Donat. C'était un camp qui, dans le temps, a été organisé par la GOC, Jeunesse ouvrière catholique. Et puis, dans le temps, au début, il amenait simplement les filles qui avaient des difficultés et ainsi de suite. Mais les filles, ils s'ennuyaient, puis ils se sauvaient et tout ça. Fait qu'à un moment donné, ils ont commencé à organiser ça mixte. Et puis, moi, j'étais initié, c'est des amis qui m'ont amené, parce que c'est des amis qui m'ont amené, que je ne connaissais pas. Alors, j'ai commencé à y aller, puis j'ai aimé ça. Mon jeune frère aussi, il venait avec moi et tout. Alors... Qui a vu l'autre en premier? Est-ce que c'est vous qui l'avez vu en premier? Est-ce que c'est elle qui vous a vu en premier? Qui a parlé à l'autre en premier? Comment ça a été? Disons que la journée que je suis arrivé, là, j'étais pas censé de rester pour coucher. Là. Je suis allé simplement amener mon frère, qui m'avait demandé de l'amener. Et puis, il y a eu le souper, le soir et tout ça. Mais quand on est arrivé, là, il y avait un groupe de Valleyfield. Puis il y avait celle qui est devenue ma belle-sœur, qui a dit « Oh, regardez les deux beaux petits Espagnols qui arrivent là-bas. » Alors, ça a été une belle soirée. Dans les soirées, après le souper, on organisait toujours une danse. Et puis la traditionnelle chaise musicale. La chaise musicale. Fait que mon épouse elle cherchait toujours à s'asseoir sur mon genou. Oh là là! Fait que on a été les derniers couples à sortir. Ah oui? Ça a été le dernier couple éliminé. Vous êtes des compétiteurs quand même, allez jusqu'au bout. C'est pas moi, là. J'ai pas de mérite là-dessus, c'est mon épouse. Et puis, après ça, on est allé participer au feu de camp. Au feu de camp, on a chanté, tout ça et tout ça. On a jasé avec mon épouse. Puis après ça, moi, je suis parti, là. Puis C'était comme le camp était fini? Le camp était fini. Il fallait rentrer chez soi? Mais j'avais l'impression que j'avais raté quelque chose. Quelque chose, hein? Alors, je me suis informé, là, les semaines d'après, je me suis informé quand est-ce que le groupe de Valleyfield allait revenir. Ah ouais. Et quand le groupe de Valleyfield est revenu, je suis allé. Puis là, j'étais toute préparée pour passer la fin de semaine au complet. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé que les fréquentations avec mon épouse ont commencé. On va dire que vous avez eu le bon feeling, hein? C'était le destin. C'était le destin. Et de fil en aiguille, vous vous êtes mariés en quelle année déjà? Nous sommes mariés en 1969. Et ça va faire dans 15 jours, ça va faire 56 ans. Dans 15 jours, ça va faire 56 ans. Oh là là. Nous autres, on aura beaucoup de conseils à vous demander, là. Et puis, je voulais revenir à une autre chose encore. On va revenir à votre profession. Vous avez dit que vous avez commencé comme concierge, mais en même temps, je pense que vous avez fait aussi des cours du soir parce qu'il fallait comme s'adapter pour pouvoir évoluer dans l'entreprise. Vous n'avez pas eu peur de ça. Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait? Bien, disons que le fait que j'avais des rêves à réaliser, là. Oui. Donc, je voulais apprendre le français et je me suis inscrit à des cours de soir pour apprendre le français. Évidemment, j'ai commencé bas, mais j'ai réussi à faire, dans le temps, la 11e sciences lettres. OK. Dans un petit collège privé qui existait dans le temps en face du parc La Fontaine, sur la rue Papineau.
Okay. Ce collège-là, il donnait aussi des cours de journalisme et auquel je l'ai fait aussi. Vous avez fait cours de journalisme. Oui. Francisation, journalisme, et même de quoi avoir le niveau aussi par rapport au travail. Oh là là, beaucoup de grands rêves à travers tout ça, bien, j'avais été à Radio-Canada. Quand j'ai terminé mon cours de journalisme, j'avais été à Radio-Canada. J'avais eu le culot d'aller à Radio-Canada. Et puis, il y a un monsieur Chamberlain qui m'a interviewé. Et il m'a demandé, Monsieur Suarez, allez pratiquer votre anglais là, et venez me voir dans 6 mois. Je vous engage. OK. Mais le fait que j'étais seul, je demeurais, il fallait que je travaille, il fallait que je subvienne à mes besoins. C'était difficile d'aller dans une immersion anglaise totale. Oui. Alors, le temps a passé, puis les rêves se sont estompés là. Ce rêve-là seulement est resté de ce bord, mais il y en a eu d'autres. Oui. Bon, on revient à votre épouse. Alors, vous vous êtes mariés, vous avez fondé une famille, des enfants, des petits-enfants, parlez-nous-en. Disons que nous sommes mariés en 1969, évidemment. Oui. L'année d'après, nous sommes allés au Portugal. En 1970, nous sommes allés au Portugal. Je suis allé présenter mon épouse à ma famille et tout ça. Et puis, Karine est arrivée en 1972. C'est votre aînée, hein? Oui, Karine. Puis, Jessica est arrivée en 1974. Ah oui? Donc, j'ai 2 filles. Et puis, ces 2 belles filles-là, dont je suis très, très fier, elles m'ont donné 2 belles petites filles, puis un petit-fils qui, malheureusement, est décédé il y a plusieurs années. On va continuer dans cette même veine. C'est vrai que ce n'est pas des belles nouvelles, mais il y a aussi votre épouse qui vous a quitté il y a quelques années. Hélas, oui. La mort fait partie de la vie. Puis mon épouse est en 1999. 99. On détecté le cancer du pancréas. Et puis, on lui donnait 4 mois de vie, mais elle a vécu 16 mois. 16 mois, wow. On a eu le temps quand même de visiter, puis de faire quelques voyages encore ensemble et tout ça. Vous avez eu le temps de profiter quand même. Oui, on a profité encore un peu, mais c'était toujours une épée de Damoclès qui s'est abattue, en fin de compte, sur nous. Mais vous êtes aussi quelqu'un qui sait rebondir, qui sait ressortir des situations, qu'elles soient difficiles ou pas, parce qu'au travers de ce moment-là, vous avez trouvé comme l'inspiration et vous avez commencé à écrire. Disons que cette inspiration-là, elle existait déjà, parce que supposément que on ne devient pas poète, on est poète. On est poète, je suis bien On vient au monde, à la naissance, on est poète. Ouais. Et moi, là, j'écrivais depuis très jeune, que j'écrivais, même quand j'étais à l'école. Mes lectures, c'était beaucoup la poésie et tout ça. Et puis, évidemment, quand mon épouse est décédée, là, j'ai commencé à transcrire tout ce que j'avais en portugais puis en français, à les transcrire sur l'ordinateur. Cela m'a aidé à passer à travers mon deuil. Exactement. On va dire que ça a été comme une thérapie pour vous. Oui. Ça a été la meilleure manière de passer à travers ce deuil-là, comme vous le dites. Et en même temps, ça a fait de vous un écrivain, un poète. Parce que là, j'ai une de vos œuvres qui parle d'elle-même, qui a été traduite en français, en portugais et en espagnol. Est-ce que c'est dans cette période-là que vous avez écrit cette œuvre-là ou ça vient de plusieurs autres moments? Bien, disons que les œuvres dans ce livre-là, elles n'étaient pas encore écrites, elles ont été écrites plus tard. Mais il y avait beaucoup d'autres qui étaient écrites dans cette période-là. Mais à part ça, est-ce qu'il y a eu d'autres moments qui vous ont comme inspiré dans les poèmes que vous avez écrits, des moments un peu plus joyeux? Disons que des moments joyeux, pas longtemps après que mon épouse est décédée, il est apparu dans le journal local une annonce comme quoi il cherchait des poètes pour une soirée de poésie. OK. Qui
actuellement, ça fait 22 ans qu'il existe, qui est Harpe et Poésie. Puis il y a des poètes qui viennent d'un peu partout le Québec pour participer à cette soirée-là. Vous y êtes allé? Et moi, je suis allé, à partir de la 2e année, j'ai commencé à participer. Nous sommes 2 personnes qui sommes là depuis la 2e année. Depuis la 2e année jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant. Ça fait comme 22 éditions? 21 ans. Oh là là. Vous faites partie des poètes québécois, là? Bien jusqu'à un certain point. Je suis un poète. Poète, j'ose pas je vais jamais oser me considérer comme poète. Et moi, je dis, les gens, ils disent que je suis poète. Ben oui. Tantôt, vous disiez que vous avez acheté à 16 ans un petit livre qui vous a comme appris toutes les règles de la poésie. Oui. Donc, quand vous dites que vous êtes né poète, là, moi j'y crois, là. Bien, disons que, évidemment, quand je voulais écrire, je voulais bien écrire. Exact. Alors, comme je n'avais pas appris à écrire à l'école comme tel, j'ai cherché à travers les moyens. Et puis, au Portugal, c'est les librairies là-bas qui font la publication, qui publient les livres et tout ça. Livres, oui. Alors, j'ai écrit à certaines librairies, là, des grandes librairies. Et puis, il y en a une qui m'a dit, ben, j'en ai la technique, la poésie, là, en portugais. Fait que je lui ai envoyé. Il m'a demandé comment payer. J'ai payé ça avec des timbres. Ah ouais? Oui. Il m'a demandé de lui envoyer tant de timbres. Je lui ai envoyé les timbres dans une enveloppe. Puis j'ai reçu le livre par après. Ça fait quoi? 70 ans que je l'ai. Oh là là! Puis il est toujours dans ma table de chevet. Et ce qui est impressionnant, c'est que pour quelqu'un qui est arrivé au Canada à 19 ans, qui ne parlait pas français, vous êtes venu avec votre portugais, mais vous êtes rendu aujourd'hui à écrire en français. Ça montre vraiment le travail, l'abnégation et puis peut-être la motivation que vous avez eue, non seulement dans votre intégration, mais vraiment dans toute votre vie que vous avez passée ici au Québec. Bien, évidemment que j'écris en français, mais j'écris aussi en portugais. En portugais. Le portugais est toujours resté là. Oui, le portugais est toujours resté là. Et d'ailleurs, j'ai été invité au Brésil. Je suis allé à 3 reprises au Brésil participer à des congrès d'écrivains et tout ça. Je suis allé à 2 fois au Pérou et tout ça. Oh là. Mes textes, évidemment, mes livres circulent au Brésil, au Pérou, ici. J'ai participé à des collectifs, des anthologies en français, en portugais et tout ça. Et même de mes textes qui ont été traduits en anglais là, pour les anthologies qui circulent ici au Canada et aux États-Unis. En tout cas, moi, je vous dis bravo. Peut-être que vous n'avez pas, comme dit, été journaliste malgré la formation que vous avez faite, mais votre parcours dans le monde de la poésie, moi, je vous dis chapeau. Moi, j'ai écrit encore quelques poèmes, mais j'en suis encore au début. Je pense que je vais suivre votre exemple. Et là, on va arriver un peu, on tire vers la fin de notre émission. J'aimerais bien comprendre que vous puissiez parler avec nous des circonstances qui vous ont fait venir ici dans notre belle région. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Parce que vous étiez du côté de Montréal auparavant. Oui, j'avais notre maison que j'ai achetée avec mon épouse à Saint-Bruno, à Montarville. J'ai vécu là pendant 52 ans. Et puis, après ma dernière visite au Portugal, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse un certain ménage. Okay. Parce que je ne voulais pas laisser à mes filles le fardeau de nettoyer la maison parce qu'il y en avait du stock, comme on dit. Okay. Alors, puis mon aidé, avec mon épouse, c'était notre rêve aussi, d'aller vivre à la campagne. Et puis, j'ai parlé à mes filles. Jessica était d'accord, que je m'achète une maison à la campagne et tout ça. Okay. Mais Karine, qui vit ici, là, elle dit non, papa, si tu veux venir ici, on va regarder où tu peux aller. Trouver une belle place. Une belle place, mais tu t'en iras pas à vivre dans une maison tout seul parce que c'est trop risqué. Un là, peu risqué, oui. On a trouvé un monsieur qui est décédé 3 jours après son décès. On l'a trouvé gelé autour de sa maison, aux côtés de sa maison. Et c'est comme ça que vous êtes venu ici au Renaissance. C'est là que Karine a dit, non, il y a des belles résidences ici.
à ton âge, même si tu es en pleine forme, c'est bien, au moins, tu peux mieux t'adapter, intégrer et tout ça. Alors, on a visité quelques résidences, puis on a ici, ça vous a plu? Choisi celle-ci, là. D'ailleurs, quand j'ai rentré ici, puis j'ai vu cette belle bibliothèque la belle bibliothèque ici, là, qui nous reçoit aujourd'hui. Pour moi, ça a été wow. Alors, je me suis dit, bien, écoute, on ne cherche pas, là, c'est ici que je viens. Mais en fait, Renaissance aussi vous l'a bien rendu parce que, grâce à votre venue ici, ils ont comme mis une partie poésie ici, même dans la bibliothèque, ce qui n'existait pas avant. C'est tout à fait. Là, ils ont, avec tous les livres de poésie que je lirais, parce qu'il n'y en avait pas de place pour regarder, là, ils ont créé une petite section de poésie, puis j'en suis très heureux. Et j'espère que les gens peuvent le fréquenter. Alors, pour terminer notre émission, je voudrais savoir quel est le message que vous aimeriez nous livrer à nous, la génération d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on puisse retenir de votre parcours? La vie, c'est toujours difficile. Et surtout, ça a été difficile dans mon enfance. Ça l'est encore aujourd'hui. Mais ce que je peux dire aux jeunes, c'est que d'aller au bout de leurs rêves. Aller au bout de ses rêves. Chacun de nous a des rêves. Mais ne pas se laisser distraire, mais essayer de réaliser. Commençons par le plus petit, et ensuite de ça, nous pouvons réaliser d'autres rêves plus significatifs. Merci beaucoup pour ce beau message que vous venez de nous donner. Et merci d'avoir partagé avec nous cette petite partie de votre histoire. Et nous, on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode de La Parole aux aînés. Au revoir. Au revoir, M. Suarez. Merci beaucoup.